Bonjour, bienvenue dans ce Direct TV Show pour cette deuxième journée du congrès virtuel. On est déjà à la deuxième émission francophone. Alors, vous le savez, c'est 12 émissions qui assemblent et qui rassemblent, qui décodent et qui inspirent. Cette émission est 100% assistance, avec un focus particulier sur l'accompagnement des futurs professionnels qui ambitionnent de devenir expert comptable ou conseiller fiscal. Nos 4 invités connaissent bien le stage puisqu'ils sont accompagnateurs ou accompagnés. Les témoignages sont en direct, c'est la force de cette émission. Alors pour rappel, la plateforme permet un échange facilité. Utilisez l'onglet point d'interrogation pour poser vos questions et pour le reste, utilisez le chat. Vous savez que la plateforme évolue encore et toujours. Vous découvrez tout au long de l'émission des publications de notre blog en lien direct avec les débats du jour. Cette émission est un cadeau du ciel pour vous et avec nous. J'espère que vous passerez un bon moment confraternel et de partage de connaissances. Mais tout de suite, le sommaire, le chemin vers le succès dans les professions de l'expertise comptable, de l'audit et de la fiscalité en Belgique peut être semé d'obstacles, surtout dans un cadre performant et confraternel. Ce débat télévisé cible les jeunes et les futurs professionnels ainsi que ceux qui les accompagnent pour discuter des défis et des stratégies permettant de réussir dans ces domaines. Il se focalise notamment sur l'utilisation des services de l'ordre des experts comptables face aux contraintes imposées par l'État. Et bien sûr, la législation relative à l'accès et à la formation. 5 sujets pour cette émission que nous aborderons. Nous aborderons d'abord comment comprendre les défis réglementaires et la formation, quel est le rôle de l'ordre dans l'accompagnement des jeunes professionnels, quelle stratégie mettre en place pour surmonter les contraintes d'accès, quelle est l'importance d'un réseau professionnel confraternel et enfin, quelles sont les perspectives d'avenir et l'évolution des métiers. Allez, on se rejoint dans quelques secondes. L'accompagnement des jeunes professionnels, quelle stratégie mettre en place pour surmonter les contraintes d'accès. Vous préférez boire un pot que préparer vos impôts ? Avec Bill2Box, gérez vos factures et paiements et partagez-les avec votre expert comptable. Simplifiez-vous l'administration en activant votre compte sur bill2box.be. Bill2Box. Alors, autour de notre table, 4 invités. Alors, on va commencer par le président Gérard Delvaux. Tout le monde le connaît, mais il faut quand même le présenter. Alors, Gérard, être président de l'Ordre des experts comptables en 2023, est-ce que c'est pas un challenge très ambitieux? C'est-à-dire que l'ordre, disons, a toujours été un des premiers acteurs, disons, au niveau de la formation, puisque nous organisons quand même pas mal de séminaires, mais d'autre part, nous avons à cœur la formation, disons, des stagiaires, étant donné que cette formation, peut-être théorique, doit être complétée par une formation pratique, et l'ordre axe, disons, sa formation sur la pratique dans le stage, et grâce à mademoiselle Claes qui est promoteur, disons, de cette section, disons, de l'ordre, nous avons en permanence 2 séances par an de plusieurs semaines avec les stagiaires, une 40aine de stagiaires que nous formons pour la préparation également aux examens. Alors, Micheline Claes, vous êtes quelque part le grand porteur du projet stage à l'ordre. Est-ce que c'est énergisant d'interagir au quotidien avec ces jeunes générations? Oui, tout à fait, parce que la plupart des stagiaires, contrairement à ce qu'on dit souvent, sont des gens qui sont motivés, qui veulent entrer dans la profession, sinon ils ne seraient pas entrés au stage, qui ont envie de se perfectionner. Et donc, il faut leur donner les outils, pas seulement les outils théoriques, mais aussi les outils pratiques. Et nous, dans le cadre de l'ordre, ce que nous faisons, c'est que nous essayons, juste avant l'examen de sortie, parce que c'est finalement là qu'on retrouve le futur professionnel. Demain, il saute le pas et demain, il est professionnel titré. Donc, on les encadre au travers d'à peu près 26-30 séances qui font un bon récapitulatif de tout. Et puis, depuis cette année-ci, j'ai voulu leur donner un peu plus de liberté
et leur permettre aussi de relever des défis, parce que le quotidien de demain d'un professionnel, c'est de relever les défis du conseil, les défis dans tous les domaines, dans l'accompagnement des PME, et donc une des manières de relever le défi, c'était de leur donner un challenge à relever. Le premier, ça a été le challenge entre 2 jeunes experts comptables et les magistrats du tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Et ils jouaient le jeu avec des jeunes stagiaires avocats pour un peu voir aussi quelles étaient leur compréhension, quelles étaient aussi leur approche de leur futur métier finalement. Et puis ici, au second semestre, on a relevé le défi. Monsieur Kinif était présent, il était un des animateurs, de relever le défi face à 2 banquiers. Donc ils avaient un dossier à préparer, un dossier crédit, avec des éléments essentiels, et puis ils devaient le travailler, le présenter en public. Et ça fait aussi partie de l'aspect pratique que l'on donne aux clients. Il faut savoir se présenter, il faut savoir expliquer avec des mots simples, sans entrer dans trop de vulgarisation, ce qu'on veut proposer comme solution aux clients. Et donc, je suis très enthousiaste. Je le vois, d'ailleurs, on sent cette énergie débordante. Alors, vous avez compris, à ma droite, c'est les accompagnateurs, et à ma gauche, c'est les accompagnés, même si ils seront bientôt, un jour, accompagnateurs. Alors, d'abord, Olivier Kinif. Alors, Olivier Kinif, vous êtes stagiaire. Tout à fait. En 3e année, je pense. C'est ça, oui. Et vous êtes on va dire un participant au programme de l'ordre. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été élevé par ce programme ? J'ai été vraiment très bien suivi durant ce programme. En fait, j'ai participé à ce programme dans le but d'une part, rencontrer d'autres professionnels qui partagent mon métier, et également, donc, le métier comprend des matières qui sont vastes, qui sont compliquées, et la pratique de stage permettait vraiment de balayer en profondeur l'ensemble de ces matières, et d'une part par la théorie et ensuite par l'application de la pratique. Et donc c'est vraiment là où ça a sa plus-value, c'est que, outre le fait d'étudier la théorie dans notre métier, il faut pouvoir l'appliquer, il faut pouvoir également l'expliquer à nos clients, et donc c'est vraiment là la plus-value qu'apporte la pratique de stage, et ainsi que le suivi qui est apporté par l'ensemble des formateurs tout au long de la formation. Ça donne envie, hein ? Alors, Antoine Lebrun. Antoine Lebrun, vous avez juste terminé. Donc, on peut dire que vous avez la médaille, vous avez enfin atteint le Graal, mais vous avez suivi également le programme. Et donc, vous pouvez témoigner en disant, non seulement je l'ai fait, mais j'ai réussi. Oui, donc tout à fait. Donc j'avais participé avec Madame Claes le trimestre passé, l'année passée, aux pratiques de stage où on devait présenter donc un plan financier en collaboration avec les avocats. Donc c'était vraiment un exercice intéressant. Ça permet aussi vraiment d'approfondir certains sujets et donc aussi de tout simplement bien préparer dans le cadre de l'examen pratique donc à l'ITA, donc l'examen oral. Ça permet d'être à l'aise en public, en face de certaines personnes, et de rencontrer toute une série de personnes aussi qui seront peut-être dans le jury. Donc ça permet aussi vraiment de rencontrer du monde, de se montrer, comme Olivier l'a dit, de rencontrer d'autres stagiaires, d'échanger sur certaines matières, sur certains cours qu'on n'aurait pas. Donc ça c'est vraiment une plus-value importante, ce côté confraternel, et de rencontrer, de faire un peu un réseau de stagiaires afin de pouvoir s'entraider. Le décor est planté. On va maintenant atteindre les 5 parties de notre émission où on va s'arrêter plus particulièrement sur des thématiques. Alors pour commencer, Micheline Claes, vous êtes experte comptable certifiée, ancienne vice-présidente de l'Institut des experts comptables, vous êtes responsable du stage à l'ordre, membre de la commission de stage à l'ITA, vous êtes aussi active au quotidien dans la formation, et en particulier, je dirais, dans le cadre des stages de l'ordre des experts comptables. Alors, quels sont, selon vous, les défis réglementaires de la formation auxquels sont confrontés aujourd'hui les jeunes pendant une période quand même de 3 ans, au minimum? Mais je dirais qu'à ce niveau-là, et c'est tout ce qui fait la différence peut-être entre l'ITA et l'ordre, c'est que l'ITA a 4500 stagiaires à gérer, donc ce n'est pas évident, et doit
garder ce rôle de surveillance plus que d'accompagnement des stagiaires en général, parce que voilà, dans la carrière d'un stagiaire, il y a plein d'événements qui peuvent se produire et qui sont, entre guillemets, réglementés par le droit. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, au niveau de l'ordre, ce que j'ai essayé de créer déjà depuis quelques années, avec l'aide de M. Delvaux et d'autres membres du Conseil, c'est de créer ce réseau confraternel, parce que le stagiaire comme le professionnel omniscient, ça n'existe plus. C'est plus possible de tout connaître sur le bout des doigts dans toutes les matières que nous devons maîtriser et que nous devons finalement conseiller le client. Donc ce que je veux, c'est qu'il y ait des échanges entre les stagiaires qui n'est plus possible à l'Institut, mais qui est possible au travers d'une association professionnelle, et se rencontrer, échanger sur les difficultés. On a eu un cas difficile, on demande à l'un, à l'autre, tiens, comment est-ce que toi tu aurais solutionné le problème, j'ai peut-être pas pensé à tout. Voilà, ça c'est vraiment la confraternité et l'entraide entre stagiaires. C'est vraiment la grosse différence entre une association professionnelle et l'ITA, qui est plus là dans son rôle de surveillance et de régulateur légal du stage. On pourrait dire en fait que là où l'ITA est le bâton, l'ordre est la carotte. Voilà, exactement. Je n'osais pas le dire, mais c'est exactement ça. Alors, Olivier Kinif et Antoine Lebrun, donc vous avez suivi le programme d'accompagnement de l'ordre, vous êtes en train de préparer, ou vous l'avez passé cet examen d'aptitude pour devenir expert comptable certifié. Vous avez bénéficié du soutien des conseils de l'ordre qui vous proposent des séances pratiques, des faux jurys, des préparations de casus, des petits déjeuners, des rencontres interdisciplinaires. Bon, alors pour vous, à votre avis, c'est quoi les difficultés les plus difficiles à rencontrer dans le cadre du parcours de ce stagiaire? Mais je crois, donc, sans l'ordre, ça aurait été quand même assez compliqué, dans le sens où à l'ITA, on a toute une série de modules qui sont, enfin, de formations qui sont proposées. Bon, l'année passée, je crois qu'on a eu tous les modules étalés sur 2 mois juste avant la fin de l'année pour faire les heures obligatoires. Là où, à l'ordre, on peut se rencontrer, on échange, et c'est vraiment ça, la grosse difficulté, je trouve, à l'ITA, c'est vraiment de trouver un petit peu ce contenu et ces échanges. Là où on a une solution qui est proposée par l'ordre avec tout cette pratique de stage, enfin ce cycle de stage qui est proposé. Donc c'est vraiment le challenge pour moi, c'est de réussir à trouver on va dire comme à l'UNIF, donc de trouver des gens avec qui on s'entraide, etc. Chose que je n'ai pas trouvée à l'Institut et que j'ai pu retrouver à l'ordre des experts comptables. Olivier, une difficulté en particulier vous voulez mettre en évidence? C'est vraiment l'aspect relationnel qui est maintenant absent à l'ITA, que l'ordre a su mettre en valeur au niveau de la pratique de stage. Par exemple, donc, le trimestre passé, comme Madame Claes l'a expliqué, on a participé à l'élaboration d'un projet financier à présenter à des banquiers. Et c'est vraiment là où on a pu collaborer entre stagiaires en voyant les forces et les faiblesses de chacun et mettre notre savoir à l'unisson pour vraiment établir un projet qui puisse être défendable devant les banquiers et présentable également devant 2 banquiers et ensuite une assemblée constituée par les stagiaires. Donc c'est vraiment là la plus-value, je trouve, outre tout ce qui est aspect théorique et pratique via l'enseignement des formateurs. C'est vraiment cette union que l'ensemble des stagiaires forment pour ensuite se soutenir et, je n'en doute pas, garder des relations les années qui suivent le stage. Alors vous êtes déjà tous un peu dans la deuxième partie qui est ce rôle de l'ordre dans l'accompagnement des jeunes professionnels. Ça fait plaisir à entendre parce qu'au bout du compte, on entend souvent des choses négatives sur le secteur, ses difficultés, etc. Et puis là, ici, on sent un souffle positif avec des choses qui ont été partagées et qui semblent à chacun d'entre vous évoquer plutôt un sentiment favorable. Alors Gérard Delvaux, je vous passe la parole tout de suite. Une préparation, je dirais, à la mutation qui est en train de se faire également au niveau des fiduciaires, de la plupart des fiduciaires. Mutation, disons, due finalement à l'automatisation, à la facture électronique qui nous arrive, à l'intelligence artificielle dont on parle énormément. Et là, je dois dire que la
plupart des fiduciaires doivent se préparer encore beaucoup plus aux conseils à devoir donner à leurs clients. Conseils en matière, disons, de gestion, parce que le premier rôle finalement de la comptabilité, c'est de manière telle à pouvoir donner les meilleurs conseils de gestion de l'entreprise, de voir si un produit est rentable également. C'est la comptabilité analytique, c'est tout ce qui est finalement la base de notre métier qui doit être redéveloppé, redéployé d'une autre manière dans les fiduciaires. Pourquoi ? Parce que cette mutation, elle est en train de se faire et d'autre part, nous devons arriver à faciliter le conseil au niveau, disons, de nos clients. C'est l'attente de nos clients, c'est plus le conseil que l'enregistrement parfois comptable qui va perdre peut-être un peu, disons, de sa saveur dans les années à venir, mais il faut se préparer à ça et nous essayons de préparer, disons, d'une part à la gestion, à la comptabilité analytique également et aux différentes matières qui nous sont spécifiques en partage de monopole avec les reviseurs d'entreprise, comme par exemple les transformations de formes juridiques, donc qui font partie de la vie de la société. Donc vous avez parlé du plan financier qui est à la constitution, disons, de la société, mais la vie de la société, elle va se transformer éventuellement. Il va y avoir peut-être une liquidation, disons, d'entreprise. Nous devons pouvoir donner les meilleurs conseils. Il va peut-être y avoir un partenariat avec d'autres, avec une fusion, une scission éventuelle. Donc tout ça sont des matières relativement importantes que nous voulons pratiques au niveau, disons, de la formation de nos stagiaires à l'ordre. Alors on sent un professionnel passionné qui parle. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça la magie de l'ordre, cette espèce de fusion et de transfert de connaissances entre la génération, je dirais, mûre et la génération ascendante? C'est ça. Donc il doit y avoir ce transfert. Et on apprend toujours des aînés quand même, quelque part. Moi j'ai appris, disons, de Monsieur Collet, qui était finalement l'origine du plan comptable en Belgique et l'origine de pas mal de matières. J'ai eu cette chance, disons, de faire mon stage chez lui et il m'a appris également beaucoup de choses. Monsieur Crocart, qui a été passe-président également de l'Institut, m'a appris également une certaine hauteur à devoir faire et surtout dans le cadre finalement de nos missions, eh bien, nous devons les remplir avec beaucoup d'exigences et de plus en plus d'exigences et parfois d'une manière trop exigeante au niveau normatif, parce que là je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Trop de normes aussi tue la norme, trop de lois tue la loi, mais trop de normes tue la norme, et je dirais qu'il ne faut pas que l'État aille dans un travers, disons, normatif trop important, où là, on éviterait de voir finalement les choses importantes par rapport à de la forme et du détail, parce que j'ai l'impression parfois que l'on va plus vers la forme que vers le fond, et il faut que nous continuions à donner, disons, le fond à nos stagiaires. Alors Micheline, Si je peux me permettre d'intervenir rapidement sur 2 points essentiels. Le premier, c'est un des défis, à mon avis, qu'il va falloir relever dans le stage, c'est que souvent, sans jeter la pierre aux maîtres de stage, les maîtres de stage sont des maîtres de stage, si vous me permettez l'expression, virtuels. C'est-à-dire qu'on les voit pour signer la convention de stage, ils doivent évaluer leurs stagiaires régulièrement, maintenant c'est tous les trimestres, mais le problème c'est que les maîtres de stage sont souvent débordés, donc non plus cette volonté ou cette capacité à consacrer du temps à transmettre comme M. Delvaux le fait vis-à-vis de ses stagiaires à lui. Donc ça, c'est un premier objectif qu'il va falloir atteindre. Je ne sais pas si ce sera au niveau de l'État, mais en tout cas, je vais essayer de le faire au niveau de l'ordre. C'est de donner un accompagnement beaucoup plus de proximité et faire ce que les maîtres de stage n'ont pas toujours la capacité, ni la possibilité, ni le temps de faire. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est un peu ce que M. Delvaux disait, on est face demain à l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de plus facile de mettre au travers d'une intelligence artificielle quelque chose que vous avez formaté au travers d'une norme. Vous savez, c'est la facture électronique. Eh bien, c'est exactement la même chose au travers des normes professionnelles. Si vous savez qu'il faut commencer par
quelles sont les obligations des clients, quelles sont les obligations d'experts comptables, que tout est cadré, millimétré, on est dans du formalisme. Demain, l'intelligence artificielle sait repérer au travers de 20 rapports d'experts comptables ou de reviseurs ce qu'on doit mettre dedans, sans aller dans le dossier, sans aller mettre les mains dans le cambouis. Et ce sera ça demain la valeur ajoutée des jeunes, c'est d'avoir ce recul nécessaire et de revenir à l'essentiel. Parce que mettre en forme, ça tout le monde sait faire et l'intelligence artificielle pourra le faire même avant nous. Donc c'est vraiment dans le contenu qu'il faut aller, dans l'expérience, et ça c'est quelque chose en tout cas qu'on essaye de faire à l'ordre. Très intéressant. Alors, je propose de poursuivre maintenant sur les stratégies pour surmonter les contraintes d'accès. Alors, Olivier et Antoine, stagiaires et past stagiaires qui avaient suivi le programme d'accompagnement de l'ORT, vous avez choisi de vous lancer dans ce métier d'expert comptable malgré toutes les contraintes d'accès à la profession, les exigences de diplôme, le stage, les examens, la formation permanente. Vous avez également dû faire face à des conséquences de la crise sanitaire et de la relance économique dans votre parcours de formation. Au bout du compte, selon vous, c'est quoi les stratégies, les ressources que vous avez dû mobiliser pour surmonter toutes ces contraintes? Je dirais que d'une part, dû à la crise sanitaire, on a beaucoup été restreint au niveau des contacts et au niveau de l'accès, on va dire physique, à l'information. Donc, il y a eu la mise en place de webinaires et ça a encore plus renforcé le fait de devoir rechercher l'information plutôt que juste l'accueillir là où elle était proposée, par exemple, avant à l'IEC. Et donc, grâce à l'ordre, il y a une mise en place d'informations, de syllabus qui sont écrits par des formateurs de qualité, des personnes qui appliquent leur métier au quotidien. Et donc, ça pallie un peu au fait d'avoir moins accès aux sources d'informations nécessaires pour, d'une part, réussir l'examen écrit, qui est l'examen à passer à la fin des 3 années de stage, et également, de par cette diminution de l'interaction avec toutes les personnes qui nous entourent, on est moins préparé, je pense, à l'examen d'aptitude, à pouvoir confronter un client, le conseiller de manière correcte, sans, d'une part, engager sa responsabilité, qui est quelque chose de plus en plus important dans notre métier, et également sans non plus le diriger vers un mauvais conseil. Et donc, c'est là où j'ai fort apprécié la pratique de stage de l'ordre, c'est qu'il y a des simulations de faux jurys. Madame Classe fait aussi des suivis personnels pour les personnes qui ont plus de difficultés. Et donc, il y a vraiment un suivi humain de chaque personne avec une grande disponibilité. Et donc, ça pallie vraiment aux contraintes de suivi qu'on retrouvait moins suite à la crise sanitaire et à la charge de travail qui est grandissante aussi pour les fiduciaires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et je pense une grande plus-value pour chaque stagiaire qui est amené à présenter son examen d'aptitude. Antoine ? Moi, je crois qu'au niveau stratégie, pour se mettre dans des bonnes conditions aussi, c'est sûr que le cadre dans lequel on va évoluer, donc la fiduciaire dans laquelle on évolue, sera aussi assez important. Bon, vous avez peut-être déjà parlé pas mal de ce que l'ordre apporte. Je crois que c'est important dans une fiduciaire avec plusieurs experts comptables certifiés qui permettent aussi de tout ce coaching, de pas se cantonner à un maître de stage qui va un petit peu vous superviser. Mais moi, j'ai la chance dans la fiduciaire avec laquelle je travaille d'avoir, on est 7 experts comptables certifiés, de pouvoir avoir l'un ou l'autre qui est plus expert dans les ASBL, l'autre qui a fait plus de fusion, ou l'un ou l'autre, un peu vraiment avoir cette diversité, et c'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment un gros apport pour pouvoir au mieux se préparer à l'examen d'aptitude, que de pouvoir échanger avec ses collègues sur ces différents sujets, et d'avoir pas un maître de stage, mais en fait d'avoir plusieurs personnes référentes qui puissent donner un petit coup de main, ou quand un maître de stage un petit peu débordé, de pouvoir se reposer sur une autre personne. Et chaque professionnel a un peu ses matières de prédilection, et donc de quelqu'un qui est un peu plus spécialisé dans une profession libérale ou dans une PME plus, on va dire, dans l'industrie, que chacun a un peu ses réflexes. Donc c'est vraiment ça qui est, je crois, au niveau stratégie pour pouvoir vraiment mettre à bien son examen d'aptitude. Je crois que ça c'est vraiment un autre volet assez important.
Alors face à ces stratégies, Micheline, est-ce que on pourrait aussi donner un petit truc ou un petit astuce aux futurs stagiaires ou aux stagiaires qui n'ont pas encore eu le réflexe de se faire accompagner? Je pense que ça, c'est une question de sensibilité personnelle. Moi, ce que je peux en tout cas dire, c'est que je trouve que le lien humain, le partage et la transmission sont essentiels dans un monde où justement tout devient un petit peu virtuel, aussi bien les contacts que l'accompagnement. Donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que le stagiaire qui se sent un peu isolé, parce que soyons concrets et soyons aussi francs, du côté wallon, c'est pas comme du côté néerlandophone. Du côté néerlandophone, les fiduciaires sont beaucoup plus importantes, avec plusieurs experts comptables, plusieurs conseils fiscaux. En Wallonie, je dirais que 90% des fiduciaires, c'est le maître de stage, ou en tout cas le professionnel qui travaille tout seul avec un collaborateur ou avec une secrétaire administrative. Et donc c'est difficile dans ce cadre-là d'avoir ces personnes interactives qui puissent prendre leur lait de temps en temps. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment... Si vous avez la fibre conseil, si vous avez la fibre humaine, je pense que c'est ce que nous essayons de développer, parce que demain, le métier, c'est ça. C'est pas des trucs qu'on sort cadenassés, etc. C'est le conseil. Et le conseil, il est adapté entreprise par entreprise. Et c'est là où les normes blessent. Les normes sont faites pour que la majorité des professionnels suivent une notice d'explication. Vous achetez un frigo, on vous donne la notice d'explication de comment ça se passe. Une fois que vous avez compris, après, c'est là toute la plus-value de dire, oui, ok, je sais plus ou moins comment ça se passe, mais chaque cas est un cas, chaque entreprise est une entreprise, donc on ne peut pas formater. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez avoir le côté humain, le côté transmission, le côté confraternel. Alors Gérard, vous êtes président de l'ordre, mais vous êtes surtout aussi un grand professionnel wallon. Et donc par rapport à cette réflexion de Micheline, qu'est-ce que dit un wallon à des futurs professionnels wallons? C'est-à-dire que en Wallonie, oui, de fait, on est fort individualiste quelque part. Et je crois qu'il faut des regroupements. D'ailleurs, il y a une tendance actuelle quand même de regroupement dans différentes... Pour répondre un peu, disons, à ce que, Antoine disait, il faut, disons, une diversité, il faut des spécialisations. Et aujourd'hui, on ne peut plus être spécialiste dans tous les domaines. La fiscalité est quelque chose, disons, de très important aussi au niveau de notre profession. Et je dirais, mais ce n'est pas la seule chose importante. Donc, c'est une partie de nos matières qu'il faut bien sûr maîtriser, mais nous ne pouvons pas être des conseils fiscaux et en même temps conseillers en gestion, éventuellement également de l'application du Code des sociétés dans le droit, notamment pour les missions, disons, spéciales, dites spéciales, qui caractérisent plus l'expert comptable certifié aujourd'hui, telles les transformations de forme juridique, les liquidations, les fusions, les scissions, etc. On ne peut plus être excellent dans tous les domaines, donc il faut absolument des regroupements, disons, de professionnels. Et là, je pense que la Wallonie doit aller vers ce sens-là, si on veut, disons, se maintenir et pouvoir avoir aussi des compétences, disons, bien ciblées au niveau, disons, de nos stagiaires. Nous avions, pour rebondir sur ce que mademoiselle Claes disait, nous avions les maîtres de stage très souvent sont seuls. Et le stagiaire ne fait pas toutes les missions. Nous avions pensé à un moment donné faire un réseau, disons, également. Mais on va en parler dans quelques instants. Sinon, on va multiplier, je dirais, les flèches. Absolument. Et donc, je vous propose de se retrouver dans quelques instants.
Alors, on avait directement parlé du réseau professionnel, et donc c'est le thème de la 4e partie. Alors, Gérard Delvaux, finalement, quels sont les bénéfices et les limites de ces relations interprofessionnelles? C'est-à-dire que, donc j'étais en train de dire qu'il faut créer, disons, des réseaux de professionnels. Pourquoi? Parce que certaines fiduciaires sont plus spécialisées dans un domaine que par rapport à un autre. Et nous avions étudié à un moment donné, et je pense qu'il faut continuer à étudier, disons, cette partie-là, de pouvoir donner finalement aux stagiaires la possibilité éventuellement de transfert pour certaines missions dans différentes fiduciaires qui sont plus spécialisés, disons, dans un domaine plutôt que dans un autre, de manière à ce qu'ils puissent avoir parcouru durant, disons, leur stage et même par la suite une formation complète dans les différentes matières qui composent notre profession et qui sont de plus en plus complexes, faut-il le dire, et de plus en plus administratives, parce que la plupart, disons, des fiduciaires et des cabinets, disons, d'experts comptables, et ne parlons pas des cabinets de reviseurs, où là, c'est vraiment, disons, là, à ce moment-là, très important, ils doivent subir toute une série, disons, de contraintes administratives de plus en plus croissantes. Vous avez le blanchiment, évidemment, très souvent, si vous, avant de recevoir un client, vous devez déjà lui poser toute une série de questions et avoir toute une série, disons, de documentation. Vous avez également, non seulement ça, mais ensuite l'application, disons, de normes générales et d'organisation, disons, du cabinet, telles qu'il y a des contraintes relativement importantes qui sont données par nos instituts. Il faudra quand même un peu, disons, simplifier tout ça. Et je pense qu'un réseau pourrait, alors à ce moment-là, jouer un rôle, même au niveau du contrôle de qualité, qui fait peur très souvent, disons, au cabinet, parce qu'on a peut-être oublié de demander une carte d'identité à un nouveau client, ou bien même un client qu'on connaît. Donc finalement, il faut rester, disons, avec la tête froide à ce niveau-là. Et je pense que le réseau pourrait jouer également un rôle de contrôle de qualité au niveau, disons, des différents cabinets, avant de subir le contrôle de qualité éventuellement de l'Institut. Micheline, vous avez lancé un peu l'idée défi stagiaire, qui est un peu une base d'un réseau interprofessionnel et d'un réseau pour les stagiaires. Oui. Est-ce que la confraternité vous apparaît, au terme, je dirais, de 30 ans de pratique ou 40 ans, enfin, ça fait un bon bout de temps. Un bon bout de temps, on va dire. Est-ce que cette confraternité vous paraît essentielle pour une profession libérale? C'est le moteur. C'est le moteur, pardon. C'est le moteur parce que, justement, nous ne sommes plus, entre guillemets, même si quelquefois on doit vendre le service aux clients, nous ne sommes pas des commerçants. Le but, c'est vraiment d'avoir cet échange entre professionnels et de se soutenir. Or, on est dans un monde de plus en plus, justement, où il n'y a plus ces contacts humains, etc. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir ce réseau. Pas seulement le réseau entre stagiaires d'une même année ou d'années différentes, parce que comme ça, on se refile les bons tuyaux, comme à l'UNIF, mais aussi d'avoir ce réseau avec d'autres professions libérales. C'est pour ça que j'avais dit, le premier défi, c'était de le faire avec des stagiaires avocats, parce que les stagiaires avocats rencontrent les mêmes problèmes que les stagiaires experts comptables. Ils ont leur focus qui est plus juridique. Nous, on a plus le focus des chiffres, comment savoir décortiquer, lire un bilan, ce que la plupart, en tout cas des juristes, ne savent pas faire. Et eux nous attirent beaucoup plus notre attention sur des éléments essentiels de responsabilité, etc. Ici, c'était avec des stagiaires avocats, mais on peut le faire avec des stagiaires notaires, on peut le faire avec des stagiaires huissiers, parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice et construire dès le départ, pour des jeunes, un petit réseau
voilà, je sais que Antoine, lors de ce défi au sein du tribunal, a rencontré une jeune avocate sur Tournai. Eh ben, ils ont échangé, voilà, ça c'est vraiment... On peut peut-être témoigner un peu sur cet échange, Antoine. Oui, donc en fait, on a dû préparer aussi en quelque sorte, donc donc on a fait plusieurs réunions Teams avec Madame Classe et les stagiaires avocats. Et après, une fois qu'on a fini la présentation, on s'est retrouvés à échanger, etc. Bon, effectivement, il y avait des gens de Tournai là au juin qui étaient là. On a pu échanger. Donc après aussi, pour échanger sur différents sujets professionnels, ce qui est vraiment vraiment enrichissant de dire tiens, j'ai tel dossier, j'ai tel problème, tiens, est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Donc ça, c'est vraiment des bons échanges importants. Hein. Oui. Et ce réseau permet une certaine confraternité, comme le disait Mademoiselle Classe, mais aussi de respecter une certaine éthique, parce que l'individualisme, finalement, que l'on constate parfois, ne permet plus, disons, le respect de l'éthique et de la confraternité entre personnes. Parce que, finalement, la première chose, c'est l'éthique et la confraternité également. Quand on accepte une mission, c'est de ne pas critiquer, disons, le précédent directement, hein, et d'autre part, prendre contact également avec le précédent. Et ça, il me plaît souvent de le rappeler parce qu'on oublie ça aujourd'hui. On oublie très souvent, disons, qu'on fait partie d'une même profession et qu'il faut respecter, disons, cette éthique. Et finalement, le réseau que nous créons avec l'ordre et le réseau, disons, des stagiaires, permet justement cette confraternité et ce dialogue, disons, interpersonne. Je pense qu'on pourrait l'illustrer probablement avec les fameuses plaintes sur les rétentions de documents. Oui. Et moi, je suis toujours choqué par le fait qu'elles sont très rarement précédées d'un échange confraternel. Tout à fait. Donc il y a un email, j'ai pas le document, et puis il y a une plainte. Alors que logiquement, des professions libérales devraient se parler, décrocher leur téléphone et expliquer tout simplement, mon ami, écoute, peux-tu me donner ces documents? Et on constate dans la plupart des dossiers qu'il n'y a jamais eu d'appel téléphonique. Et donc, peut-être qu'en effet, ce réseau peut participer à créer ce lien entre les futurs professionnels qui donneront l'exemple à leurs aînés en matière de confraternité. Alors, Olivier, aussi peut-être un petit, j'irais, input par rapport à cette valeur confraternelle. Est-ce que c'est important pour un futur expert comptable? Oui, vraiment, je pense que ça devient de plus en plus important. On est dans un métier de partage, tant envers le client qu'envers les différents professionnels qui composent notre métier. Outre la préparation de comptes, je pense que la beauté de notre métier, c'est vraiment le partage d'informations, le partage de connaissances. Et il faut connaître ses limites. Il faut pouvoir s'entourer de personnes qui sont complémentaires à ces connaissances. Et vraiment, c'est là où je pense qu'on pourra donner le maximum d'efficacité dans notre métier, de bons conseils et s'épanouir au mieux dans l'exercice de la profession. Je voudrais revenir 2 secondes sur la confraternité, justement la prise de contact avec le confrère lorsqu'on accepte une mission. C'est écrit dans la norme, hein, mais personne ne le respecte, pas beaucoup le respectent. Et là, disons que c'est un peu ça qu'il faut mettre en évidence, disons, dans notre réseau ordre, hein, de dire, il faut être confraternel. On va dire, mettons de l'ordre dans la confraternité. Oui, malgré que c'est écrit dans la norme. Donc, vous voyez, les normes sont, même si on doit les respecter, elles ne sont pas toujours respectées non plus. Et quand on accepte une mission, par exemple, ponctuelle, il faut voir qu'il n'y ait pas un confrère dans les 12 mois, disons, qui précèdent, n'a été chargé, disons, de la même mission. Et là, on oublie. Hein, ça, c'est très souvent, disons, par le fait que l'éthique est parfois mise un peu de côté. Et là, l'ordre insiste beaucoup sur cette éthique. Je voudrais peut-être simplement rajouter ceci. C'est effectivement un gros problème. Moi, je le vois comme juge consulaire au tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Nombre de dossiers qui arrivent en chambre d'introduction où on a un confrère qui ne s'est pas entendu avec son collègue ou son confrère, et ça engendre une action judiciaire
ce qui est dommage parce que c'est pas la belle image qu'on veut de la profession. Il y a toujours moyen de s'entendre entre confrères. Et là, je dois avouer que si l'Institut, je ne sais pas si l'Institut a encore toujours sa fameuse chambre de conciliation, je pense qu'ils sont tellement débordés par les plaintes de clients qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Et là, je pense que les tribunaux ont pris un peu le relais au travers de chambres qu'on appelle les chambres de règlement amiable, où les deux professionnels peuvent venir exposer leurs conflits. Il y a un juge qui est là, qui écoute, chacun donne sa version des faits, et on essaye de rapprocher les points de vue, alors qu'on est entre collègues, entre confrères. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut souligner, et si ça ne se fait pas devant le tribunal, ça doit pouvoir se faire ailleurs. Et moi, j'ai aucun problème si un membre téléphone en disant « Écoutez, moi j'ai un problème avec tel confrère », s'il ne veut pas prendre son téléphone et téléphoner, moi ça ne me dérange pas de téléphoner. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut jamais que me raccrocher au nez. Hein. Mais au moins le premier pas aura été mis. C'est la deuxième fois dans cette émission qu'on peut faire un parallèle entre le bâton et la carotte, entre vos deux institutions. Et donc, c'est quand même étonnant. Ça devrait peut-être inspirer nos élus dans ces institutions, parce qu'au bout du compte, vous donnez l'exemple. Alors, il nous reste 3 minutes, et donc je voudrais qu'on termine sur une note fraîche et positive. Et donc, on va parler un peu des perspectives d'avenir et des évolutions du métier. Et donc, ça me semble important, Olivier et Antoine, vous êtes des jeunes, vous êtes à l'entrée de votre carrière. Alors, c'est quoi pour vous ce métier passionnant et qu'est-ce qui fait que vous êtes aspiré dans cette profession et qu'aujourd'hui vous dites « Ah, j'ai bien choisi cette profession ». Moi, je crois que le plus important, ça reste donc vraiment ce contact client, d'être vraiment un petit peu comme on va dire un peu le directeur financier de la PME, d'être un petit peu son bras droit au niveau conseil, etc., qui est vraiment important, de dire tiens, j'ai un problème, comment est-ce que tu peux le résoudre, il vient au bureau, on en discute ensemble, et tiens, je veux vendre une partie, je veux acheter ça, toutes ces opérations, d'être mêlé, vraiment d'être une personne de confiance en fait des entrepreneurs, c'est vraiment ça qui est vraiment très, très gratifiant. Et à côté de ça, je crois qu'il y a énormément de challenges pour l'instant, dans le sens où le métier se digitalise et il y a énormément à faire. Bon, c'est quelque chose qui me passionne aussi de réussir à, même au sein du bureau, enfin, au sein du cabinet, de réussir à mettre en place des bons process, de faire en sorte d'avoir un peu l'outil le plus performant et de pouvoir apporter de cette manière-là le meilleur conseil au client. Je trouve que c'est des chouettes challenges à relever. Olivier? Je rejoins Antoine sur le fait de la digitalisation qui apporte énormément de changements. Je pense que c'est aussi un peu le résumé de notre métier. C'est des changements constants pour s'adapter aux lois, aux différentes évolutions techniques qui existent. Et donc, il n'y a pas un jour qui se ressemblera. On peut vraiment trouver de la motivation dans notre métier, du conseil auprès du client. Et au final, c'est là où on a vraiment la plus-value et où, personnellement, j'adore mon métier. C'est vraiment cet aspect de conseil, de suivi et d'adaptation au monde qui change et de prendre part au monde qui change, justement. Gérard, le mot de la fin, comme président de l'Ordre, c'est quoi votre message aux jeunes générations? Je dirais que les jeunes générations doivent prendre la main aujourd'hui et être le futur de nos instituts, de manière peut-être à les rendre un peu plus dynamiques qu'ils ne le sont actuellement, et d'avoir un contact plus personnalisé et positif par rapport, disons, à ses membres. Nous sommes là, au niveau, disons, de l'Ordre, à continuer à devoir donner la pratique, disons, à nos stagiaires, mais aussi à défendre également notre profession, parce que si l'Institut est le régulateur, disons, de la profession, nous sommes le régulateur de l'Institut. Donc, en essayant, disons, chaque fois de mettre en évidence les carences que l'on peut constater et la hauteur que prend parfois l'Institut par rapport à ses membres, et j'engage la jeunesse, disons, actuelle de prendre la main dans le futur de manière à ce que notre Institut reprenne un certain dynamisme qu'il semble avoir perdu en fonction, disons, éventuellement de problèmes rencontrés avec une masse, disons, trop importante finalement d'experts comptables en son sein.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous remercie à tous les quatre d'avoir contribué de façon aussi inspirante, je dirais, à cette émission. On a senti un souffle, quel que soit l'âge et quelle que soit la posture. C'était très intéressant. J'espère que nos auditeurs en auront profité. Je vous donne rendez-vous le 23 mars à l'Assemblée générale de l'Ordre, où il y aura beaucoup de bonnes nouvelles et où on va finalement ressentir la poursuite de ce vent de fraîcheur. Je vous souhaite un bon temps de midi parce que l'heure des sandwichs approche. À très bientôt. Merci. Vous préférez boire un pot que préparer vos impôts ? Avec Bill2Box, gérez vos factures et paiements et partagez-les avec votre expert comptable. Simplifiez-vous l'administration en activant votre compte sur bill2box.be. Bill2Box.